Salut les petits clous, s'il y a bien un texte qui a eu beaucoup d'influence sur les pratiques ésotériques et occultistes, c'est la Table d'Émeraude écrite par Hermès Trismégiste. On entend tout un tas de choses sur ce personnage et ce texte, et d'ailleurs il est souvent confondu avec ce qu'on appelle les tablettes d'émeraude de Totlatlante. On va se faire un petit historique de ce livre célèbre et on va tenter d'en faire une interprétation, j'ai bien dit tenter. Avant ça, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, on est de plus en plus nombreux et on se marre plutôt bien. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, tout ça, je pense que vous connaissez la chanson. Allez, c'est parti. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs vont prendre le pouvoir en Égypte pendant les conquêtes d'Alexandre et un général du nom de Ptolémée va former la première dynastie grecque sur le sol égyptien. Ça va durer à peu près 300 ans et c'est ce qu'on appelle la période ptolémaïque. Les savants grecs commencent à interpréter la mythologie et la religion égyptienne et vont faire le syncrétisme, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer des divinités égyptiennes au panthéon des divinités grecques. Les dieux ayant les mêmes caractéristiques vont être associés et c'est ainsi que le dieu Thoth des Égyptiens va fusionner avec le dieu Hermès des Grecs pour devenir Hermès Trismégiste qui signifie le 3 fois grand. Il ne s'agit donc pas d'une personne qui a réellement existé mais de la fusion de deux dieux qui étaient inventeurs de l'écriture et du langage magique, responsables des poids et mesures et également messager des dieux. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est en Égypte que va naître un courant de pensée que l'on appelle l'hermétisme et qui va nous offrir une littérature baptisée Hermetica. Au début, il s'agit de traités d'astrologie, d'alchimie, de magie et de médecines occultes, mais un peu plus tard, vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, on trouve des œuvres plus philosophiques et mystiques qui invitent à une quête de compréhension de l'univers. C'est dans cette deuxième vague de littérature que l'on trouve un traité du nom de Corpus Hermeticum, et c'est dans ce traité que l'on trouve la Table d'Émeraude. Selon la légende, Hermès Trismégiste aurait fait graver ce texte sacré sur une tablette en émeraude qu'il aurait déposée dans sa propre tombe avant de s'élever vers le ciel. Une autre légende parle d'une crypte dans laquelle on aurait découvert un vieillard assis sur un trône tenant la tablette d'émeraude et un livre. Ce vieillard serait Hermès Trismégiste lui-même. La réalité est un petit peu moins romancée puisque, évidemment, on n'a jamais retrouvé de tablette en émeraude et surtout, le texte d'origine a disparu. Contrairement au Corpus Hermeticum qui a été conservé, la Table d'Émeraude n'est connue que par des traductions postérieures, mais nous avons la certitude qu'il existe une version pendant l'Antiquité. Aux alentours du 7e siècle après Jésus-Christ, les Arabes envahissent le Proche-Orient ainsi que l'Égypte et prennent connaissance des textes hermétiques. C'est au 8e siècle qu'un savant du nom de Jabir ibn Hayyan nous offre la première traduction en arabe de la Table d'Émeraude. Au 9e siècle est rédigé le livre du secret de la création, un traité de métaphysique et de cosmogonie qui comprend le texte d'Hermès Trismégiste. On trouve également un manuscrit arabe du Xe siècle qui reprend ce texte et qui parle aussi de la légende autour de la découverte. Il faudra attendre le XIIe siècle et plus précisément 1140 pour avoir la première traduction latine faite par Hugues de Santalla. Il traduit le livre du secret de la création de l'arabe au latin puisque nous n'avons jamais trouvé la version originale en grec. Une seconde traduction sera faite la même année par Johannes Hispalensis et une autre en 1220 par Philippe de Tripoli. Ensuite, dans le courant du XIIIe et XIVe siècle, on va trouver pas mal de livres qui ne font que des commentaires de la Table d'Émeraude et qui tentent d'en comprendre le sens. C'est à ce moment-là que les savants de l'époque prennent connaissance de ces écrits et commencent à intégrer la philosophie hermétique dans l'astrologie, mais surtout dans l'alchimie. Comme pour à peu près tout, quand l'information se diffuse à un trop grand nombre de personnes, eh bien il y en a qui commencent à raconter des conneries. C'est le cas d'un certain Bernard de Trèves, alchimiste allemand qui vécut au XIVe siècle et qui a écrit le livre de la philosophie naturelle des métaux. Il y reprend la Table d'Émeraude sans toucher à la traduction, par contre il réinvente complètement l'histoire de ce texte.
Selon lui, Hermès Trismégiste aurait vécu avant le déluge et écrit les secrets de l'univers dans sa fameuse tablette, qui aurait été ensuite donnée à Orphée, un héros grec, qui l'aurait transmise à Pythagore, ensuite à Platon, Aristote, Alexandre le Grand, et en bout de chaîne, la tablette aurait été transmise au chat de sa grand-mère. Bon, d'accord, je raconte des conneries, mais en même temps, c'est lui qui a commencé. En gros, le concept, c'est de créer une chaîne de transmission pour donner au texte plus d'ancienneté et surtout plus de crédit. En 1496, un certain Jérôme Torella écrit un livre dans lequel il explique que c'est Alexandre le Grand qui a trouvé la tablette d'émeraude dans le temple d'Amon en Égypte. En 1603, un alchimiste du nom de Nicolas Guibert affirme que la table d'émeraude ne doit pas être attribuée à Hermès Trismégiste. En 1652, c'est Athanase Kircher qui émet une critique sur la découverte du texte et tente de prouver qu'elle date en réalité de la période médiévale. Bref, ça devient un petit peu la foire à la saucisse cette histoire, et ça ne va pas s'arranger avec le temps. Au XVIIIe siècle, on commence à séparer les sciences de leur dimension spirituelle ou mystique pour en faire des pratiques purement matérielles. C'est évidemment le cas de l'alchimie qui se verra transformée en chimie. On garde les opérations rationnelles et observables, et on laisse la spiritualité et la philosophie à ceux que ça amuse. La table d'émeraude étant un livre majeur pour les alchimistes, c'est à lui qu'on s'attaque et qu'on tente de décrédibiliser. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse parce qu'il y a quelque chose que je trouve marrant, c'est que pour faire perdre du crédit à l'alchimie vers le XVIIe et le XVIIIe siècle, on s'est attaqué à l'histoire de la découverte de la table d'émeraude. C'est-à-dire que plutôt que de faire une critique intellectuelle d'un texte important de l'alchimie, on tente de décrédibiliser l'origine de ce texte. Voilà, ça me fait marrer parce que on est en 2021 et j'ai l'impression que les méthodes sont toujours les mêmes. D'ailleurs, ça me fait pas marrer du tout en fait. Avant de passer au texte, je voudrais faire une petite précision. Je vois régulièrement des gens faire la confusion entre la tablette d'émeraude d'Hermès Trismégiste et les 15 tablettes de Thoth. Alors si un jour vous tombez sur un texte qui commence par « Je suis Thoth l'Atlante », vous pouvez immédiatement arrêter de lire, ça n'a rien à voir avec l'hermétisme. C'est un texte écrit au début du XXe siècle par un certain Claude Dodgin, de son vrai nom Maurice Doréal. C'est le guide spirituel d'une secte qui s'appelle la Fraternité du Temple Blanc, et dans son livre, il explique comment il a eu connaissance des tablettes de Thoth. Accrochez-vous. Un beau matin, il fait un voyage astral en direction du Tibet. Alors pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le concept, un voyage astral, c'est quand vous arrivez à faire sortir votre âme de votre corps et que vous vous baladez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de compagnie aérienne, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de résa, il n'y a rien de... Donc, il se rend au Tibet avec Astral Airlines et une fois là-bas, il rencontre les maîtres ascensionnés de la Grande Loge Blanche. Ascensionnés, ça veut dire qu'ils sont sous forme d'esprit, ce ne sont pas des personnes physiques. Du Tibet, il l'emmène en Amérique du Sud sous un temple maya. Je ne sais pas pourquoi. Il y trouve la tablette du dieu Thoth, une tablette âgée de 38 000 ans, et il la remet à son emplacement d'origine, sous le sphinx de Gizeh. Juste après son voyage astral, il va créer la secte de la Fraternité du Temple Blanc, parce que c'est vrai qu'avec une histoire comme ça, il y a moyen de gratter un billet. Bref, tout ceci est une gigantesque foutaise, mais comme il est souvent confondu avec la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, je me devais de faire cette précision. Passons maintenant au texte qui nous intéresse. La table d'émeraude est un texte très court qui ne comporte qu'une dizaine de formulations. Il existe une multitude de traductions parce qu'avec le temps, beaucoup d'auteurs en ont fait leurs propres interprétations et parfois le sens de certaines phrases a vraiment été trop changé. La version que je vais vous présenter est une version un petit peu personnelle. Alors, la traduction n'est pas directement de moi, mais en fait, j'ai essayé de rester le plus fidèle possible à la première version latine. Certes, ça a déjà été traduit de l'arabe, mais autant je peux me débrouiller en latin, autant en arabe, c'est un petit peu plus compliqué. En plus de la fidélité au texte latin, j'ai essayé de garder les concepts qui font sens au sein de l'hermétisme. Voilà à quoi ça ressemble. Il est vrai, sans mensonge et très véritable, que ce qui est inférieur est comme ce qui est supérieur, et que ce qui est supérieur est comme ce qui est inférieur,
pour accomplir les miracles d'une seule chose. Et comme toutes choses ont été et sont venues d'un, ainsi toutes choses sont nées dans cette chose par adaptation. Le Père est le soleil, la mer est la lune, le vent la porte dans son ventre, la terre la nourrit. Le Père de la perfection à travers le monde, la puissance est intacte si elle est tournée vers la terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais, agissant avec prudence et habileté. Il s'élève de la terre au ciel, redescend sur terre et unit l'inférieur avec le supérieur. Ainsi tu auras la gloire du monde entier, toute l'obscurité t'abandonnera. C'est la force forte qui conquiert chaque chose subtile et pénètre chaque chose solide. Ainsi le monde a été créé. Par elle s'effectueront de merveilleuses adaptations dont le moyen est ici. Je suis Hermès Trismégiste, j'ai les 3 parties de la philosophie du monde. Ce que j'ai dit sur l'opération du soleil est complet. Voilà la fameuse table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, un texte d'une très grande importance pour plusieurs traditions ésotériques. Je vais tenter d'en faire une interprétation parce que tout ce que l'on peut trouver aujourd'hui ne me semble pas tout à fait juste et je pense qu'il y a certaines idées à ajuster. Alors qu'on se comprenne bien, c'est un texte très ancien et très loin de notre façon de penser moderne. Il est très énigmatique et fait appel à une philosophie complexe. Du coup, l'interprétation que je vais faire, ce n'est pas une vérité absolue. Vous pourrez en trouver tout un tas d'autres sur internet. Et d'ailleurs, si vous avez vous-même une interprétation à en faire, vous pouvez la faire dans les commentaires. Il est vrai, sans mensonge et très véritable. Cette phrase, en plus de paraître un petit peu prétentieuse, est tout à fait curieuse car on a l'impression qu'Hermès répète 3 fois la même information. Mais derrière cette petite phrase se cache une loi naturelle qui est la loi du ternaire. Le développement de la vie se fait toujours par l'association de 2 principes opposés, le positif et le négatif. Prenons un exemple. Pour naître, un enfant a besoin d'un père et de son opposé, une mère. Dans les traditions ésotériques, le père symbolise le pôle positif et la mère le pôle négatif. Lorsqu'ils fusionnent, ils forment le neutre. Positif plus négatif égale neutre, voilà la loi du ternaire. Alors évidemment, un enfant qui représente le neutre deviendra positif ou négatif en arrivant à l'âge adulte. On pourrait aussi noter que l'équilibre est l'association d'un principe actif et de son opposé, un principe passif. Un principe fusionné avec le principe opposé donne le neutre. Voilà ce qu'il y a à retenir et voilà ce qui se cache derrière cette phrase. La première partie concerne la vérité, la deuxième fait appel au mensonge et la troisième est la fusion des deux. Si c'est vrai et sans mensonge, alors c'est très véritable. Il faut donc considérer toute vérité sous son triple aspect, c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve en philosophie avec la thèse, l'antithèse et la synthèse. Ensuite, nous avons l'axiome le plus célèbre de toutes les traditions ésotériques. Que ce qui est inférieur est comme ce qui est supérieur, et que ce qui est supérieur est comme ce qui est inférieur, pour accomplir les miracles d'une seule chose. Peut-être que vous connaissez cette phrase sous la forme « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». J'ai volontairement choisi de ne pas prendre haut et bas comme traduction, mais plutôt inférieur et supérieur, car je pense que haut et bas nous induisent en erreur. Aujourd'hui, l'interprétation la plus répandue de cette phrase est que le monde immatériel fonctionne comme le monde matériel, et le problème, c'est qu'en tant qu'humains, on estime que le monde des esprits se situe en haut et que nous sommes en bas. Alors forcément, la phrase « tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » laisse penser que le monde des esprits ou le monde divin fonctionne comme sur Terre, mais je pense qu'il s'agit d'autre chose. L'inférieur est comme le supérieur signifie, selon moi, que l'univers est fractal. Rien que ça. Une figure fractale est un objet mathématique qui a une structure similaire à toutes les échelles. Par exemple, l'animation que vous êtes en train de voir est un zoom avant dans une figure fractale. Sa forme est similaire à toutes les échelles, ça veut dire que l'on peut zoomer indéfiniment à l'intérieur, on trouvera toujours la même forme. Le fractal est un truc mathématique assez compliqué, alors je ne vais pas m'attarder dessus, mais en description je vous mets le lien d'une vidéo de Science Trash qui en parle très bien. Quel rapport avec la table d'émeraude me direz-vous? Eh bien il semblerait qu'Hermès nous indique que la vie est organisée de manière fractale. Prenons un exemple. Toute forme de vie a un cycle, naissance, croissance, apogée, déclin, mort.
Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ce cycle s'applique à toutes les échelles. Les cellules du corps humain vivent d'après ce cycle. Une cellule naît, elle vit, elle meurt, elle laisse sa place pour une nouvelle naissance. Tout un tas de cellules réunies forment un être humain, et cet être humain est aussi soumis à ce cycle. Un gros tas de cellules forme un humain, et un gros tas d'humains forme une civilisation qui va naître, grandir, atteindre son âge d'or, décliner et mourir. Toutes les différentes civilisations forment une espèce dont la vie est également régie par ce cycle. Cette espèce vit sur une planète qui a le même cycle de vie que le reste. Cette planète est incluse dans un système solaire qui a une naissance et une mort. Cet énorme ensemble de systèmes solaires forme une galaxie, et cet amas de galaxies forme l'univers, et tout ça est soumis à ce cycle de vie. Que ce soit dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, la vie est soumise au même cycle, c'est en ça que l'univers est fractal. D'ailleurs, c'est une question qui est prise très au sérieux par les scientifiques modernes. L'astrophysicien Franco Vasa et le neurochirurgien Alberto Feletti ont étudié les ressemblances dans l'organisation de nos neurones et de l'univers. À gauche, il s'agit du système neuronal, et à droite, un morceau d'une simulation de l'univers que nous connaissons actuellement. La ressemblance est assez frappante pour que les scientifiques s'y intéressent. Une fois, j'ai lu un commentaire assez drôle d'un mec qui disait que ça se trouve, tout l'univers qu'on connaît, c'est juste la boîte crânienne d'un bonhomme vraiment grand et que nous, on vit sur un neurone. Bref, l'univers fractal, c'est un truc à se faire chauffer le cerveau. Continuons avec notre table d'émeraude. Après l'inférieur et le supérieur, Hermès Trismégiste conclut en disant pour accomplir les miracles d'une seule chose. Ici, il est question de la source de tout qui est présentée comme unique. À l'image des religions monothéistes qui considèrent qu'il y a un Dieu qui a tout créé, Hermès nous dit qu'à l'origine de tout, il n'y a qu'une chose, mais l'hermétisme n'étant pas une religion, cette chose, on peut l'appeler la force primordiale, mais dans l'absolu, vous lui donnez le nom que vous voulez. Et comme toutes choses ont été et sont venues d'un, ainsi toutes choses sont nées dans cette chose par adaptation. Ici, il précise que tout est venu de la force primordiale par adaptation. Cette force étant immatérielle, il lui faut un processus pour créer les choses matérielles, et c'est ce qu'il entend par adaptation, dont il parle dans les lignes suivantes. Le Père est le soleil, la mer est la lune, le vent l'a porté dans son ventre, la terre l'a nourri. Le Père de la perfection à travers le monde. La puissance est intacte si elle est tournée vers la terre. Hermès nous présente le quaternaire de la création. Le Père, qui est symbolisé par le soleil, est masculin et actif, c'est le principe positif. La lune est féminine et passive, c'est le pôle négatif. Le vent l'a porté dans son ventre, ça veut dire qu'il faut un vecteur. Et la terre qui la nourrit, ça symbolise le monde matériel, il ne s'agit pas de la terre sur laquelle nous vivons. Donc, pour qu'une création se fasse, elle doit être composée de deux pôles opposés, être portée par un vecteur et dirigée vers le monde matériel. C'est peut-être un petit peu complexe à comprendre à la première écoute, mais la compréhension de l'hermétisme demande pas mal de boulot, et surtout il faut laisser infuser longtemps dans l'esprit. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais, agissant avec prudence et habileté. Séparer la terre du feu, il s'agit évidemment d'une métaphore, il faut plutôt entendre séparer le matériel de l'immatériel. Souvenez-vous que quelques lignes en arrière, Hermès nous faisait comprendre qu'à l'origine de tout, il y a une force immatérielle. Eh bien, séparer la terre du feu, c'est défaire ce qui est matériel pour se concentrer sur l'immatériel. Est-ce qu'il s'agit de rejoindre l'état primordial de toute matière ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Voyons les lignes suivantes. Il s'élève de la terre au ciel, redescend sur terre et unit l'inférieur avec le supérieur. Ainsi tu auras la gloire du monde entier, toute obscurité t'abandonnera. La première partie de la phrase fait écho à l'aspect fractal de l'univers, de la terre au ciel, du ciel à la terre, unir l'inférieur avec le supérieur. Tout ça me fait penser que l'infiniment grand est lié à l'infiniment petit. D'ailleurs, ça me fait penser à la Bible qui nous dit que Dieu a fait l'homme à son image. Dieu, c'est l'infiniment grand et l'immatériel, alors que l'homme représente l'infiniment petit et le matériel. Je rappelle que dans le contexte de la table d'émeraude, le mot terre désigne la matière et non pas notre planète, et le ciel est l'analogie de l'immatériel et non pas le ciel que nous observons. Cette phrase nous indique que le matériel et l'immatériel échangent en continu et que si nous arrivons à séparer le subtil de l'épais,
c'est-à-dire le matériel de l'immatériel, nous aurons la gloire du monde entier et que toute obscurité nous abandonnera. C'est la force forte qui conquiert chaque chose subtile et pénètre chaque chose solide. Ainsi, le monde a été créé. La force forte est ce qu'on pourrait appeler la force primordiale, celle qui anime toute chose. Elle peut acquérir tout ce qui est immatériel et elle se trouve à l'intérieur de tout ce qui est matériel, et c'est comme ça, selon Hermès Trismégiste, que le monde a été créé. Par elle s'effectueront de merveilleuses adaptations dont le moyen est ici. Elle, c'est évidemment la force primordiale. À travers cette force s'effectueront de merveilleuses adaptations, c'est-à-dire des transmutations de forces immatérielles en objets matériels. Et quand il précise dont le moyen est ici, c'est pour nous informer que la clé de ce pouvoir se situe dans ce texte. Je suis Hermès Trismégiste, j'ai les 3 parties de la philosophie du monde. Ce que j'ai dit sur l'opération du soleil est complet. Hermès Trismégiste signifie Hermès le 3 fois grand, et il possède les 3 parties de la philosophie du monde. Ce passage nous renvoie directement au début du texte lorsqu'il signifiait que toute vérité doit être considérée sous son triple aspect, en disant qu'il est vrai, sans mensonge et très véritable. C'est pour ça qu'il a les 3 parties de la philosophie du monde. Thèse, antithèse, synthèse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le soufre, le mercure et le sel, salade, tomate, oignon, on trouve des trinités dans la plupart des religions et des traditions initiatiques, car c'est une condition sine qua non à l'existence, selon Hermès Trismégiste. Bon, comme tout ça n'est pas forcément évident, on va se faire un petit résumé rapide. La table d'émeraude n'est pas vraiment un texte écrit sur une plaque en émeraude, c'est un livre dont l'auteur est inconnu, mais qui est attribué à Hermès Trismégiste, qui est la fusion entre le dieu égyptien Thoth et le dieu grec Hermès. L'original n'a jamais été retrouvé et on connaît ce texte grâce à des traductions arabes à partir du 8e siècle et la première traduction en latin est faite au 12e siècle. Ce texte n'a jamais été retrouvé, mais son existence pendant l'Antiquité est attestée par d'autres œuvres attribuées à Hermès Trismégiste ou non. C'est un ensemble d'une dizaine de formules allégoriques, et si je dis une dizaine, c'est parce que toutes les traductions ne se ressemblent pas et ne comprennent pas le même nombre de vers. Ce texte nous explique qu'à l'origine de toute chose, il y a une seule et unique énergie primordiale, et que pour se manifester, elle doit posséder 2 principes opposés, un vecteur et un récepteur matériel. C'est ce qu'on pourrait appeler le quaternaire de la création. Il serait possible de maîtriser cette énergie primordiale en séparant la terre du feu, c'est-à-dire le matériel de l'immatériel, en travaillant avec prudence et habileté. Il faut également savoir que l'univers est organisé de façon fractale, c'est-à-dire que les lois qui régissent les plus petits éléments sont les mêmes qui régissent les plus grands éléments. L'infiniment grand fonctionne comme l'infiniment petit. Autre point important, il faut toujours considérer une vérité sous son triple aspect, positif, négatif et neutre. J'en parle dans ma vidéo sur la polarité. Toute chose qui existe est forcément composée de 2 extrêmes et d'un point médian. Sans ça, elle ne pourrait pas exister. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En maîtrisant toutes ces clés, vous pourrez accomplir des miracles à partir de la force primordiale et vous serez protégé de l'obscurité. C'est pas mal. Si, c'est pas mal. Si, c'est pas mal, c'est quand même... Je précise encore une fois que c'est un texte qui a été traduit à maintes reprises et qu'il est issu d'une façon de penser qui est extrêmement loin de nous autres hommes modernes. L'interprétation que j'en fais est donc à prendre avec du recul et à replacer dans son contexte philosophique et historique. D'ailleurs, si vous aussi vous avez une interprétation à faire de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, je vous invite à la partager en commentaire pour que nous puissions échanger sur ce sujet. Ciao.